Alors, bonjour à tous et suite aux deux derniers webinaires sur le PEA et sur l'EOA que je vous invite à retrouver si vous le souhaitez sur notre page YouTube Nutrilogix, vous avez été nombreux à nous poser des questions parfois techniques et parfois plus pratiques. Alors, pour cette vidéo, nous allons prendre le temps d'y répondre. L'objectif pour nous, c'est simple, c'est de clarifier l'usage du PEA et de l'OEA et surtout de répondre aux préoccupations des thérapeutes et des patients. Alors pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par nos deux experts que sont Patricia Bourguignon et Christian Boyer. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour, Cédric. oui, bonjour à tous. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet hein, avec la première question. Et je ne sais pas lequel des deux pourra y répondre, mais peut-il y avoir un intérêt ou des risques de la prise de l'OEA dans des problématiques de moelle osseuse et de cancer? Alors, concernant les cancers, à ce jour, je n'ai pas trouvé de données cliniques, donc ce sont des données précliniques, sur certains modèles plutôt de lignée de cancer. Et là, on a pu observer un effet antiprolifératif pro-apoptotique sur ces différentes lignées de cancer. Mais certains auteurs mentionnent des effets indirects potentiels du système endocannabinoïde, donc global, dans la progression du cancer, mais c'est via le relargage d'acides gras qui passent par la bêta-oxydation et qui sont repris par les cellules cancéreuses. Et certains auteurs aussi mentionnent qu'il pourrait y avoir, mais on est toujours bien dans du préclinique, hein, une résistance au traitement chimio. J'ai juste trouvé une étude par rapport à ça en 2014. C'était des personnes qui étaient atteintes de leucémie lymphoïde chronique et ils ont montré des taux plus élevés d'OA dans le plasma de ces patients. Et ils ont montré aussi que les cellules produisaient de l'OA et l'ampleur de ces taux était directement liée au nombre de cellules leucémiques qui étaient circulantes. Voilà, c'est plus, je dirais, des informations partielles, mais pas directes. Donc, moi, je dirais toujours, quand on ne sait pas trop, ben, il y a le principe de précaution. Donc, s'il y a un cancer qui est actif, c'est plutôt la prudence qui est à mettre en avant. Alors, pour la question sur la moelle osseuse, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris la question. Quand on parle de moelle osseuse, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que c'est l'effet myotropique? Enfin, voilà, donc il faut qu'on... Hématopoïétique. Hématopoïétique, voilà, il faut qu'on clarifie la question par rapport à ça, parce que je sais pas répondre. Ok, la personne qui nous a posé la question, si elle veut m'envoyer un mail avec la question clarifiée, pas de problème, on y répondra. Enfin, elle aura une réponse. Est-ce que vous avez déjà observé des effets intéressants de l'OEA ou du PEA dans des maladies auto-immunes de type asthme ou polyarthrite? Alors, pour le PEA, de nouveau, pas d'études spécifiquement sur les polyarthrites rhumatoïdes, mais je vous invite quand même à aller revoir les études qui ont été présentées lors de la conférence, notamment sur les douleurs articulaires, l'ostéoarthrite au niveau du genou. Et là, les effets étaient vraiment très, très intéressants. Donc, pour moi, ça vaut la peine d'essayer. Ça pourrait soulager les douleurs, mais rappelons quand même que lorsqu'on est dans des situations de maladies auto-immunes, bon, c'est quand même souvent associé avec des traitements de fond de type anticorps monoclonaux qui restent quand même la base. Donc ici, c'est, je veux dire, un add-on sur les traitements de base. Donc pour moi, ça vaut la peine d'essayer. Et puis pour enfin, tout ce qui est asthme, j'ai pas non plus trouvé d'études pour l'asthme, mais par contre, il y avait l'étude sur les rhinites allergiques. Et moi, personnellement, je n'ai pas d'expérience non plus vis-à-vis de l'asthme. Donc, je ne sais pas, il faut essayer. Mhm. À tester, n'hésitez pas à nous donner votre retour si Oui. jamais, Mhm. ça, on est toujours preneur. Est-ce qu'on peut envisager un intérêt du PEA dans les neuropathies spécifiques comme la névralgie d'Arnold ou encore les douleurs post-zonales? Alors, douleur post-Dona, ça, j'ai montré une étude. Donc, ça, je vous invite Mhm. à aller revoir la présentation. Et de fait, il y avait des effets super intéressants, notamment, surtout, c'était
surtout en phase aiguë, mais on avait quand même des effets sur le long terme. Alors pour la névralgie d'Arnold, à nouveau, pas d'études cliniques spécifiques, sauf un case report. C'était une femme de 36 ans qui avait une névralgie occipitale et qui avait montré donc des effets favorables sur ses douleurs. Voilà, mais il y a quand même une base quand même relativement solide pour le PEA par rapport à tout ce qui est douleur neuropathique en général. Et là, il y a quand même quelques études cliniques hein, qui ont été faites à ce propos. Les revues sont aussi montrent sur l'accumulation d'études et à chaque fois, c'était un effet positif. Donc, à nouveau, je vous invite à tester et revenir vers nous si vous avez des effets favorables ou pas. Oui. Alors, dans le cadre du syndrome des jambes sans repos, on sait que la L-Dopa est très utile. Est-ce que on pourrait la mettre également avec le PEA? Alors, de nouveau, pas d'études par rapport spécifiquement au syndrome de jambes sans repos. Moi, perso, par rapport à cette, je dirais, à cette situation, j'ai eu vraiment de très, très bons retours lorsque on prenait en charge par rapport à la L-Dopa naturelle, notamment surtout au coucher, vérifier le statut en ferritine, magnésium, B6, tyrosine, etc. Donc le protocole pour moi par rapport aux jambes sans repos est déjà très très efficace. Et si il y avait un aspect douleur en plus, de nouveau, je pense que ça vaut la peine d'essayer, quoi. Mais il faut traiter le fond, quoi. Le PEA, je pense pas, va traiter le fond comme le fait tout le protocole autour de ce syndrome, quoi. Est-ce que l'OEA pourrait avoir un rôle dans les syndromes de pardon, dysautonomie, je vais y arriver, notamment post-infectieux comme les encéphalomyélites myalgiques? Ce que je peux dire, c'est que j'ai de nouveau pas de données spécifiquement par rapport au syndrome de dysautonomie ou d'encéphalomyélite, Vous le euh, dites mieux que moi déjà. qu'on peut appeler syndrome de fatigue chronique pour info. Donc moi, j'ai pas de données, mais Chris, peut-être tu as peut-être un complément à donner par rapport à ça. Oui, alors effectivement, il y a pas d'études, il y a pas d'études cliniques, par exemple, directes sur l'encéphalomyélite myalgique ou sur la dysautonomie, ce qu'on donne le loi et qu'on voit du coup des effets bénéfiques. Après, clairement, on sait un petit peu les mécanismes et on sait notamment que dans l'encéphalomyélite myalgique, il y a aussi une composante potentiellement aussi neuro-inflammatoire. Et la neuroinflammation peut aussi aggraver tout ce qui est dysautonomie. D'ailleurs, on a souvent lié à la dysautonomie des problématiques qu'on retrouve ensemble, comme par exemple les syndromes d'activation mastocytaire. Et donc, c'est vrai que l'OA, donc en ayant un effet stabilisateur des mastocytes et aussi en calmant l'inflammation, ça pourrait possiblement stabiliser ou aider une partie de la dysautonomie. Enfin, tout dépend aussi de la cause. Je pense que là, on est vraiment sur quelque chose qui serait vraiment très euh, cas dépendant pour avoir un effet positif ou non. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication à tester. Il peut y avoir des améliorations. Alors, dans le cas de l'encéphalomyélite magique, d'une manière générale, sur, par exemple, le côté cognitif, ou même bah, c'est sur l'effet stabilisateur mastocytaire, on peut aussi avoir des effets voilà, généraux positifs. Ça peut valoir le coup d'essayer. Voilà. Ok. Est-ce que dans les cas de troubles de stress post-traumatique, est-ce que l'OEA peut avoir sa place ou aussi dans tout ce qui est sevrage d'anxiolytiques et d'antidépresseurs? Sur le stress post-traumatique, on est sur des choses un petit peu particulières. Pareil, il n'y a pas d'études cliniques, mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication à tester. Après, on a plusieurs études sur l'OOA, alors plutôt encore une fois précliniques chez l'animal, mais par exemple, on sait qu'il y a certaines problématiques comme le stress post-traumatique ou d'autres problématiques qui peuvent altérer, on va dire, le côté neuro sur lequel l'OA peut avoir des effets bénéfiques. Donc, ça pourrait être intéressant. Après, est-ce que vraiment ça va avoir un effet positif? Ça, c'est
toute la question est là. On n'a pas vraiment d'études. Par contre, sur l'effet plus stress, dépression, on a des études sur l'OA. On a des données, hein, donc essentiellement précliniques. On en a un petit peu aussi chez l'homme, mais c'est essentiellement préclinique, qui montrent que l'OA a en fait un effet antidépresseur en augmentant le BDNF, d'accord, le Brain Derived Neurotrophic Factor, qu'on retrouve souvent, notamment ABC, alors dans des pathologies neurodégénératives, mais aussi dans les cas de dépression, on a montré qu'il y avait des diminutions de BDNF. Donc, d'une manière générale, on soutient l'OA peut être envisagé. D'ailleurs, il n'y a pas d'interaction avec ces endocannabinoïdes-like, que ce soit PEA ou OA. Il n'y a pas vraiment d'interaction avec des médicaments connus, donc il n'y a pas de contre-indication connue à utiliser l'OA en plus de, par exemple, d'un antidépresseur chez quelqu'un. Même bah, pour aider sur des symptômes dépressifs, ça peut être envisagé, oui, sans souci. Mhm. Alors, autre question, certaines personnes sensibles à la dopamine ou présentant une hyperexcitabilité neuronale peuvent-elles réagir de manière excessive à l'OEA? Alors c'est vrai que l'OA, il favorise l'éveil, et notamment l'augmentation de la dopamine, aussi de l'histamine, de l'ocytocine dans certaines zones cérébrales. Mais d'un autre côté, ça calme aussi la neuroinflammation. Euh, alors, les retours de terrain, on va dire, c'est que en général, quand les personnes qui utilisent l'OA ont plutôt un apaisement des tensions, une réduction du stress, de l'anxiété, on a un meilleur moral, un meilleur état d'éveil, une meilleure concentration également. Après, c'est vrai que chez certaines personnes, ça arrive que lorsqu'on dépasse une certaine dose, hein, des fois, les personnes sont bien avec 125 mg, et quand on atteint 300 ou même plus, on a des, on a des effets qui apparaissent comme un léger état d'hyperexcitation ou une perturbation du sommeil, surtout en fait si la prise est prise un peu trop tardive, hein. Pour rappel, voilà, l'eau, on le prend vraiment le matin et le midi, mais on va éviter à décaler la prise dans l'après-midi et pas le soir, c'est plutôt un effet d'éveil. Donc là encore, il y a des personnes qui pourraient être sensibles et qui pourraient se sentir un peu trop boostées par le OA, mais d'une manière générale, on voit plutôt des gens qui se sentent apaisés avec. Et comme c'est un effet sur la neuroinflammation, il y a plein de personnes justement qui voient vraiment un effet de calme et moins une hyper-excitabilité grâce à l'OA. Donc encore une fois, il n'y a vraiment pas de contre-indication chez les personnes sensibles à dopamine à essayer en commençant à petite dose, mais ça pourrait être une précaution quand même. Il faudrait faire attention et voir si la personne ressent au contraire, au lieu d'un apaisement, un état d'excitation plus important. Dans ce cas-là, bah, on arrête. Alors, pour la question suivante, tu y as déjà répondu en partie, mais est-ce qu'on peut donner en toute sécurité le PEA ou de l'OEA avec des traitements comme les antidépresseurs, le tamoxifène, les anticoagulants, les corticoïdes ou les biothérapies? Mais en fait, le PEA et l'OA ne passent pas du tout par les mêmes voies Mhm. classiques du métabolisme hépatique. Donc, pour rappel, tout ce qui est cytochrome P450 ou tout ce qui est UGT. Et donc, si vous vous souvenez, ils sont hydrolysés localement, donc intracellulairement par des enzymes, par des hydrolases. Donc, allez revoir la présentation par rapport à ça. Et donc, ce qui signifie en fait comme ils n'ont pas d'interaction au niveau des cytochromes, il y a peu de risques qu'il y ait d'interaction pharmacocinétique avec les traitements habituels ou usuels. Donc, et en plus, à ce jour, aucune interaction n'a été rapportée dans les différentes études cliniques. Donc, voilà, je pense que on est, c'est un produit qui est relativement safe à ce niveau-là, quoi, des produits. Alors, une question qui revient souvent, c'est est-ce que le PEA ou l'OEA peuvent être considérés comme des vrais cannabinoïdes? Et donc, est-ce qu'ils risquent de rendre un test positif au THC? Et je compléterai cette question pour les sportifs aussi. Est-ce qu'il peut y avoir un risque dans le cadre d'un contrôle antidopage? Donc là, je rassure tout de suite, non, il n'y a pas de risque. Pour rappel, donc les tests donc salivaires, ce sont des tests qui mesurent uniquement le THC. Et donc, quand on dit qu'il y a un risque, c'est souvent des risques de faux positifs par rapport à une cross-réactivité justement à la molécule de THC. Or, ici, ce sont des molécules tout à fait différentes. Et je prends en l'occurrence, par exemple, le CBD, où on pose souvent la question. Donc, par exemple, le CBD ne sera pas détecté par un test positif,
Mais un CBD qui est full spectrum, donc qui contient des traces de THC, pourrait éventuellement être positif avec un test salivaire. Par contre, le CBN, qui est un autre phytocannabinoïde de la plante, lui sera détecté et sera positif. Donc vous voyez, ici, on est vraiment avec des molécules totalement différentes par rapport au THC, donc aucun risque. À partir de quel âge est-ce qu'on peut conseiller de l'OEA ou du PEA? Alors, tout ce que je peux dire, c'est que enfin, le PEA et l'OA sont déjà produits à la naissance, hein. Donc, ce sont des substances que notre corps fabrique. Mais à ce jour, on n'a pas encore, enfin, j'ai pas vu d'études cliniques qui donnaient du PEA ou EA de manière exogène. Donc, on vient avec ici un complément alimentaire. Donc, il y a quelques rares données pilotes avec le PEA chez l'enfant, mais c'était des adolescents dans le cadre de l'autisme et ils avaient une bonne tolérance. Par contre, pour le A, j'ai pas trouvé d'études pédiatriques publiées. Donc, en général, on dit toujours quand on n'a pas de données, c'est la prudence, bien entendu. Et voilà, on ne peut pas recommander officiellement, je dirais, la prise de PA ou de EA sans avoir de données cliniques. Mais je pense, toi, Chris, que tu as des expériences à ce niveau-là. Oui, oui, j'ai eu effectivement des retours de données de terrain, on va dire, sur l'utilisation de l'OA chez des enfants. Bon, c'était les enfants qui avaient entre 5 et 10 ans, on va dire, dans ces âges-là, de manière générale, avec des prises d'OA qui étaient adaptées. Des fois, c'était demi-dose, une gélule ouverte ou quoi. Et j'ai déjà eu entendu des retours positifs sur des troubles du spectre autistique avec des améliorations de certains troubles du comportement ou encore des problématiques chez les enfants, une enfant notamment qui avait un retard de langage, c'était une enfant qui avait aussi des problématiques potentiellement d'activation mastocytaire, d'histaminose, tout ça et tout, et potentiellement voilà, qui a été vraiment très améliorée par l'OA, qui est très rapidement n'a plus du tout de retard de langage. Donc il y a comme ça des retours. C'est des cas un petit peu isolés, hein, mais c'est des retours intéressants. Donc, effectivement, peut-être qu'à l'avenir, on aura des études cliniques hein, sur l'OA, sur le PEA, sur des problématiques comme ça, notamment des troubles du spectre autistique chez l'enfant ou des problématiques neurolinguistiques. Voilà, ça pourrait vraiment être intéressant de nous apporter des informations. Des informations complémentaires et comme tu disais aussi, j'avais trouvé l'autre jour que on retrouvait en certaines quantités, hein, pas énormes, mais on retrouvait de l'OA dans le lait maternel notamment. Donc l'enfant est soumis à naturellement un apport exogène en petite quantité d'OEA dans le lait maternel. Donc c'est vrai qu'avec les données qu'on a, on pourrait penser que ça pourrait être une molécule qui pourrait être prise aussi chez l'enfant, mais voilà, il manque, comme tu dis, des données actuellement pour pouvoir le conseiller. Alors, on nous pose la question aussi pour les durées de traitement. En pratique, à partir de combien de jours ou de semaines l'OEA ou le PEA peut avoir un effet notable? Et aussi, lorsqu'on va arrêter, est-ce qu'on peut arrêter directement, brutalement, ou est-ce qu'il faut réduire progressivement les doses? Alors pour le PEA, si on regarde un petit peu les études cliniques, toutes les études cliniques qui ont eu lieu sur la douleur chronique ou la neuroinflammation, donc ça allait de 2 à 12 semaines pour voir vraiment des effets, significatifs et souvent quand on regarde les graphes, on voit un effet progressif donc ça commence déjà après, parfois 1 semaine, parfois 2 semaines et ça s'amplifie, je dirais, au cours du temps donc on a aussi certaines études qui ont montré qu'on pouvait prolonger, jusqu'à 6 mois sans problème de tolérance. Pour l'OE1, dans la plupart des essais, on était entre 4 et 12 semaines dans la majorité des essais. Alors, comme je le disais juste avant, donc il y a pas de phénomène de dépendance ni de sevrage qui sont décrits pour, le PEA ou l'EA.
Parce que en fait, quand on parle de dépendance, c'est parce que c'est lié au CB1 directement, hein. Et ici, comme ils n'agissent pas sur le CB1 directement, donc on n'a pas ce phénomène de dépendance. Donc ici, on n'a pas de problème de rebond, en fait, si vous voulez, et on peut vraiment, bah, s'arrêter comme ça du jour au lendemain sans problème. Donc moi, je dirais ma recommandation, c'est au minimum en termes de semaines, c'est 6 à 8 semaines avant d'évaluer l'efficacité, puis 2 à 3 mois pour une première cure, et puis éventuellement prolonger ou renouveler, enfin si on voit un effet favorable. Et si le problème de fond persiste, inflammation, douleur et tout ça, et cetera, mais les symptômes peuvent revenir progressivement après l'arrêt. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on va guérir. Je pense qu'il faut être conscient de ça. Il faut chaque fois traiter le fond par rapport, à la problématique, quoi, si on veut, régler sur du long terme, quoi. Alors, en parlant de problématiques, on l'entend souvent, hein, l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. Est-ce que le PEA pourrait avoir un rôle à jouer là-dessus? Donc par rapport à la thyroïde, aucune donnée non plus, des effets du PEA sur le fonctionnement thyroïdien, que ce soit hypo ou hyper. Par contre, on sait, beh, qu'on a une action anti-inflammatoire, qu'on a une action sur les mastocytes, donc ça pourrait théoriquement aussi jouer un rôle dans tout ce qui est, thyroïdite, auto-immune. Mais voilà, il n'y a pas de données, à ce jour. Mais comme je vous disais, il n'y avait aucune interaction, connue avec les traitements, même donc thyroïdiens, donc voilà, ça vaut la peine d'essayer. Alors, on sait que l'OEA va augmenter la vigilance, c'est pour ça qu'on évite de le prendre le soir. Quel est le mécanisme derrière cet effet? Ça, c'est un mécanisme que j'avais un petit peu détaillé justement Ouais. dans le webinaire sur le web. Je vais le résumer ici. C'est peut-être quelqu'un Euh, qui n'avait pas bien vu la vidéo. c'est pas grave. On va réexpliquer de manière simple, comme ça, ce sera un rappel pour tout le monde. L'effet sur la vigilance et l'éveil, ça passerait notamment par l'augmentation de la dopamine et de l'histamine dans certaines zones cérébrales, d'accord? Et donc, il y a aussi, alors ça c'est le mécanisme qui a bien été décrit. Après, il y a aussi donc là, c'est quelque chose qui peut aider les gens, je veux dire, même qui n'ont pas de soucis de santé particuliers. Voilà, quelqu'un je suis moi-même utilisateur de l'EOA, je n'ai pas de problème d'activation mastocytaire par exemple, je prends de l'EOA, ça fait plusieurs mois, sur au moins 6 mois, et j'ai un effet effectivement sur l'éveil, sur la concentration. Donc je sens effectivement probablement plus d'histamine, plus de dopamine dans certaines zones cérébrales qui permet de maintenir un meilleur état d'éveil, une meilleure concentration, et moins de somnolence dans la journée. Par contre, il y a aussi un autre cas où, du coup, ça peut être intéressant pour favoriser l'éveil, c'est dans des cas où il y a par exemple des problématiques d'activation mastocytaire. Alors, ça va passer à peu près par le même mécanisme, c'est-à-dire on va quand même augmenter la dopamine et l'histamine, mais là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus précis que je vais détailler sur le mécanisme, c'est que quand on a par exemple des problématiques d'activation mastocytaire, l'excès d'histamine, notamment au niveau cérébral, va venir en fait suractiver un des récepteurs à l'histamine qu'on appelle le H3, hein. Il y en a 4 pour rappel. Donc on a le récepteur H3 qui est très présent au niveau du système nerveux. Et quand on active le récepteur H3, c'est un autorécepteur, il y a une rétrocontrôle qui se fait, et du coup on diminue l'histamine cérébrale. D'accord? Donc il y a trop d'histamine qui est en périphérie qui vient activer le récepteur H3, il y a une diminution de l'histamine dans certaines zones du cerveau, notamment des zones impliquées dans l'éveil. Et donc l'OEA, avec son côté stabilisateur mastocytaire et anti-inflammatoire, va venir stabiliser les mastocytes notamment, va venir lever l'inhibition qu'a sur le récepteur H3, qui est surstimulé. Et donc en levant l'inhibition sur le récepteur H3, on rétablit les niveaux de dopamine et d'histamine cérébrale normaux. Euh, J'avais expliqué notamment voilà, pourquoi les personnes qui ont des problématiques d'activation mastocytaire ou autres, des fois ont des histaminoses très importantes, ou des symptômes neuro, et notamment de la fatigue, du fameux brouillard mental, on n'arrive plus à réfléchir, on a l'impression d'être complètement endormi. Et ben, l'OA peut beaucoup aider sur ce genre de symptômes neuro. Alors, est-ce que le PEA peut ralentir le transit intestinal, notamment dans les cas de motilité faible? Alors, j'irai plus loin, c'est-à-dire que et le PEA et l'OEA
peuvent, Ouais. alors à une certaine dose, potentiellement un peu ralentir le transit et provoquer la constipation, mais c'est pas systématique. Voilà. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de problème avec le PEA et le OA. Après, à partir d'une certaine dose, ça peut quand même avoir un effet sur le transit. D'ailleurs, l'activation, pour les gens qui ont de l'activation mastocytaire, quand il y a des soucis trop d'histamine, d'activation mastocytaire au niveau intestinal, c'est assez relié avec de la diarrhée en fait. Et donc souvent en calmant les mastocytes, on donne du PEA par exemple. C'est notamment pour le côté digestif, on commencera plutôt par le PEA. Donc on donne du PEA à quelqu'un, ça peut lui réduire ses diarrhées. Et parfois, si on augmente, il y a une certaine dose, on va passer à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on se retrouve un peu constipé. Alors, il faut juste réadapter la dose et la diminuer. Donc, je pense que voilà, si quelqu'un a des effets secondaires qui ne sont bien sûr pas graves, de ralentissement de transit avec le PEA et le OA, voilà, il faudra essayer de réajuster la dose, de diminuer, de trouver la dose qui est efficace pour les symptômes, mais en même temps, voilà, qui ne va pas provoquer trop de constipation. Après, on peut bien sûr compenser si ça nous constipe un peu, bah, prendre des choses qui peuvent nous aider justement à ne pas être trop constipé. Donc, des sels de magnésium, bien penser au magnésium, une bonne hydratation, faire de l'activité physique, la gomme de guar hydrolysée qui est très bien aussi pour favoriser le transit. Voilà, parce qu'il y a des personnes dont on doit maintenir un dosage pour qu'elles aient l'effet, par exemple, de stabilisation des mastocytes, pour qu'elles soient bien. Et d'un autre côté, bah, elles se retrouvent constipées. Donc, on peut compenser cette problématique-là, soit en diminuant la dose, soit en mettant quelque chose pour la constipation. Alors, est-ce que vous avez des retours de l'utilisation du PEA dans les cas de Covid, aigus ou longs, des neuropathies également? Personnellement, moi, j'ai pas d'expérience, mais il y a quelques études, notamment sur le Covid aigu. Là, ils avaient donné le PEA, donc 2 fois 600 milligrammes de PEA pendant 4 semaines. Et là, il y avait un effet anti-inflammatoire qui avait été observé chez ces personnes qui étaient récemment diagnostiquées avec la Covid. Et voilà, donc ça, c'est, je dirais, un effet anti-inflammatoire, mais sans plus. Au niveau Covid long, là, l'étude était plus sur l'odorat. C'était assez intéressant d'ailleurs comme étude. C'était une association du PEA avec la lutéoline. Et là, ils avaient fait en plus un entraînement olfactif. Donc, pour les personnes qui ont ces problèmes-là, donc doivent suivre un entraînement olfactif. Et bien, chez ces personnes-là, le fait d'associer le PEA et la lutéoline, on avait une meilleure récupération de l'odorat par rapport à l'entraînement seul. Par rapport aux neuropathies, des petites fibres, pas de données spécifiques, mais de nouveau, des données en clinique, qui ont montré des effets favorables, dont la fibromyalgie, tout ce qui est, douleurs neuropathiques diabétiques, ou post-traitement, cancéreux, quoi. Donc par la chimiothérapie et voilà. Et donc oui, voilà, c'est ça. Et Alors, est-ce qu'il peut être pertinent d'associer le PEA ou l'OEA dans certaines indications? ça dépend bien sûr des circonstances. Les deux, d'une manière générale, on se rend compte qu'on a une synergie entre les différentes molécules, on va dire, cannabinoïdes, hein, le PEA et le CBD par exemple. Bon, je dérive un peu de la question, mais c'est un exemple qui est bien connu, hein, le PEA plus CBD. Et donc effectivement, le PEA et l'OA ensemble, ça peut être intéressant. Alors pas systématiquement pour tout le monde, bien évidemment. Euh, on va dire qu'il y a des cas. Il y a des cas, bon, quand c'est vraiment de la douleur alors que ce soit des douleurs neuropathiques, des douleurs qui sont liées à un problématique inflammatoire, des douleurs, par exemple, sur tout ce qui est endométriose, dysménorrhée. Là, c'est plutôt le PEA qui va être indiqué d'une manière générale. L'OA sera plus pour le côté, il est très connu l'OA pour le côté syndrome métabolique, pour agir justement pour augmenter GLP-1. On parle beaucoup de GLP-1 et donc il y a un effet notamment sur la sensibilité à l'insuline, sur la réduction de la prise alimentaire. Donc il y a vraiment un effet aussi anti-inflammatoire de GLP-1 qui est connu. Donc voilà, on dit souvent le PEA c'est pour les douleurs et l'OA c'est pour le syndrome métabolique. Après, bien évidemment que le PA a aussi et l'OA d'autres indications, notamment dans le cadre des problématiques d'activation mastocytaire. On a une synergie entre le PEA et l'OA. Tous les deux vont stabiliser les mastocytes
et par des mécanismes similaires et différents. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, le PEA est aussi très intéressant sur la sphère intestinale, peut-être un peu plus que l'OA. Même si, bon, le OA, on sait aussi qu'il a un effet anti-inflammatoire, il augmente GLP-1, il a un effet sur l'augmentation de certaines bactéries bénéfiques comme la Kermantia. Donc, le OA est aussi intéressant pour le digestif, mais c'est vrai que c'est plutôt le PEA si on veut choisir un des deux, pour le côté digestif, c'est plutôt le PEA, franchement, qu'on va choisir. Et l'OA, ce sera plutôt pour la sphère neuro. Donc, le PEA plutôt pour le digestif et plutôt l'OA pour la sphère neuro. Et notamment l'OEA, si on veut contrer un peu les effets délétères de l'activation mastocytaire et de l'excès d'histamine au niveau cérébral, l'OEA est plutôt intéressant dans cette indication. Alors, est-ce que l'association lutéoline plus rutine est préférable à la lutéoline seule? Pas, pas nécessairement. Moi, c'est vrai que personnellement, j'ai plutôt tendance à associer la lutéoline avec le PEA et pas nécessairement un mélange lutéoline-rutine, hein. Euh, je dirais que chez les personnes sensibles, notamment qui ont des problématiques d'activation mastocytaire, il peut avoir des fois des problématiques de tolérance des phénols, notamment. Et donc, la lutéoline reste généralement mieux tolérée que d'autres phénols, d'autres polyphénols comme la quercétine. La rutine, d'ailleurs, c'est un dérivé de quercétine, hein, c'est un glycoside de quercétine. Je ne vois pas de contre-indication à faire lutéoline rutine plus PEA, mais je pense que des fois, dans un premier temps, il faut mieux faire lutéoline plus PEA, et si c'est bien toléré, pourquoi pas rajouter de la quercétine en plus ou de la rutine, hein. Il y a des associations intéressantes, hein, la quercétine est aussi un stabilisateur mastocytaire, donc des fois, il y a des personnes qui se sentent bien avec l'OEA et OEA plus quercétine ou OEA lutéoline. C'est possible de mixer le PEA avec des polyphénols. On a d'autres études, notamment cliniques, qui semblent montrer que certains polyphénols, bon, le lutéoline, on l'a bien montré, un autre qui s'appelle la polydatine, qui est un dérivé de resveratrol. Donc, certains polyphénols semblent agir en synergie avec le PEA. Même si on n'a pas les études, je pense que d'une manière générale, associer un polyphénol avec le PEA, ça pourrait avoir un effet synergique. Alors, est-ce qu'on peut envisager des synergies intéressantes avec l'IGY Max? D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube, il y a une chouette vidéo là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut envisager des synergies intéressantes avec l'IGY Max ou la mycothérapie ou encore la DHEA? Le PEA en fait, PEA, OEA, ça peut être vraiment envisagé avec n'importe quel complément. Alors, il n'y a pas une synergie spécifique Mhm. avec la DHEA. Est-ce qu'il y aurait une synergie avec la mycothérapie? Bah, potentiellement, oui, sur le côté anti-inflammatoire, notamment. Il y a des champignons comme le reishi qui sont bien connus pour avoir des effets anti-inflammatoires, donc intéressant. En fait, voilà, au-delà des synergies, on peut vraiment l'envisager avec quasiment n'importe quel complément. On peut envisager, sur ce problème articulaire, on peut envisager la curcumine avec du PEA. On peut envisager, voilà, de l'associer avec plein de choses. Et la bonne synergie, on en a parlé avant, une bonne synergie, c'est des endocannabinoïdes ensemble, donc PEA plus OEA par exemple. On peut aussi mettre le PEA avec un phytocannabinoïde comme le CBD. Les synergies intéressantes avec le PEA, ça va être par exemple PEA lutéoline, on en a parlé, PEA et polydatine. Ça aussi, il y a des études dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable ou dans le SI de type D, donc type diarrhée. PEA et butyrate, il n'y a pas d'études là-dessus, mais je pense que ça pourrait être intéressant parce que on a montré que le PEA augmentait en fait l'efficacité du butyrate, ça a augmenté en fait l'expression des transporteurs de butyrate au niveau de la muqueuse colique et également du récepteur du butyrate. Donc, bien qu'il n'y ait pas eu d'études cliniques où ils ont associé PEA plus butyrate, on aurait des intérêts à associer justement ce PEA avec le butyrate pour avoir un effet anti-inflammatoire plus intéressant. Eh bien, merci beaucoup. C'était notre dernière question. On arrive au terme de cette session. Merci à tous les deux pour toutes ces réponses.
Et encore les informations, vous le savez, vous pouvez retrouver, je l'ai dit suffisamment, mais vous pouvez retrouver toutes les vidéos et tous les webinaires précédents sur la chaîne YouTube Nutrilogix. Et quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous le 11 septembre pour le prochain webinaire en soirée, 19h30, sur la santé cardiovasculaire. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup, Christian. À bientôt. À Avec bientôt. plaisir.